En fait, pour commencer l'intervention, j'aimerais en fait parler simplement des personnes, les personnalités inspirantes, donc les leaders créatifs. Des personnes on est souvent curieux, on a besoin de les entendre, on a envie de... ils sont régulièrement invités, comme ici dans le cercle du leadership, on voit souvent des vidéos où leur témoignage peut être diffusé. Ces personnes sont invitées non pas comme des experts, dont la mission est de transmettre des connaissances de notre époque, mais comme des exemples. Donc ils ont connu ce processus créatif, ils l'ont réalisé. Ils ont connu les débuts, donc cette idée créative, on en a beaucoup parlé ici juste avant. Ils ont connu l'audace pour se lancer, les contraintes matérielles qui ont obligé à travailler l'idée, à pouvoir la rendre plus réelle. Ils ont connu le doute, parfois les échecs, et ils ont connu en général, si on les a invités, la réussite à la fin. Comment ont-ils fait? Et surtout, quelle est la différence avec les autres? On parlait des procrastinateurs, la procrastination. Et quand je parle de la procrastination, je ne parle pas donc des autres qui sont des personnes qui vont pouvoir suivre ces leaders. C'est une position plus confortable, qui est avec moins de responsabilité, mais vraiment des personnes qui ont cet appel également. Ils ressentent le besoin de créer, mais ils ne le font pas. Ils abandonnent en cours de route, ou parfois ils abandonnent avant même d'avoir commencé. Ou parfois ils n'osent plus. Quelle est la différence? Quelles sont les ressources justement de ces leaders qui ont permis vraiment de tenir la distance à long terme? Une première réponse par rapport à ça, que ce soit dans les discours ou aussi en psychologie, touche un peu aux valeurs du travail. C'est-à-dire c'est vraiment ce qui permet d'avancer dans le processus créatif, c'est justement de fixer un objectif et de s'y tenir. Le goût de l'effort, la persévérance, le travail, l'organisation. Walter... un célèbre psychologue, dont je suis en train d'oublier le nom, Walter Mischel, excusez-moi, a établi une expérience qui est extrêmement connue en psychologie, qui est le test du marshmallow. Pour ceux qui ne l'ont jamais entendu parler, ce test, en fait, consiste à mettre des enfants dans une salle qui est relativement vide, avec juste une table, une chaise, et en face d'eux, ils ont une assiette avec un petit marshmallow dessus. Et on leur dit simplement que ce marshmallow, ils peuvent le prendre. Il est à eux, c'est un cadeau. Juste avant qu'ils le prennent, l'expérimentateur va sortir, il a quelque chose à faire, il revient un peu plus tard, il n'explique pas quand. Si, quand l'expérimentateur revient, le marshmallow est toujours là, il aura le droit à 2 marshmallows. Et donc, c'est soit un marshmallow maintenant, soit 2 plus tard. Donc, on est vraiment sur soit le plaisir immédiat, soit un plaisir plus grand, un objectif plus bénéfique à plus long terme. Et cette expérience, qui est très connue parce qu'elle a été énormément réalisée et répétée dans des tas de contextes différents, a permis de mettre en avant cette compétence, une compétence mentale qui est la maîtrise de soi. C'est-à-dire vraiment cette capacité volontaire, donc c'est les parties externes du cerveau, le cortex, la partie, notamment le préfrontal, qui va être capable de planifier, de pouvoir organiser, de pouvoir vraiment réaliser la rationalisation de la prise de décision. On est dans ces choses-là, qui va avoir pour impact non seulement d'organiser cet objectif long terme, mais aussi d'inhiber les émotions. Inhiber ces émotions qui sont responsables de ces envies à court terme. Et donc, le travail vraiment du processus créatif, qui est souvent un travail long, nécessite de pouvoir mettre de côté ces petits plaisirs à court terme pour pouvoir se mettre en avant. Ce que le procrastinateur cherche toujours à faire. La difficulté par rapport à cette expérience, c'est qu'il y a un élément qu'on oublie souvent. Donc c'est une compétence mentale qui peut s'acquérir et qui a énormément de conséquences à long terme. L'expérience a été longitudinale, c'est assez rare en psychologie, c'est vraiment une expérience qui est faite sur 20 ans. Et de voir ceux qui ont réussi ou raté le test, l'impact que ça a dans leur vie. Et on constatait vraiment un impact au niveau de la réussite scolaire, professionnelle, et même dans un certain niveau sur le bien-être personnel. Donc ça a vraiment un impact important. Mais un élément important aussi à rappeler, c'est que c'est donc une compétence mentale qui peut s'acquérir, mais c'est une compétence qui fatigue. C'est-à-dire que si on fait le test 2 fois de suite, la probabilité de finalement craquer et de manger le marshmallow la 2e fois est bien plus élevée. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la volonté est vraiment un outil extrêmement efficace pour pouvoir continuer et progresser par rapport à une idée, mais surtout à court terme. À court terme, il n'y a pas mieux. À long terme, ça montre certains signes de faiblesse. On a tendance à avoir la volonté qui commence à fatiguer. Et les procrastinateurs connaissent très bien cette volonté qui se fatigue de plus en plus vite si les croyances s'installent. Donc, à partir de là, quelles sont les ressources, justement, des leaders créatifs qui leur ont permis de tenir parfois certains projets dont la réussite doit attendre des années, vraiment sur du long terme?
C'est là que je propose justement les émotions, le travail des émotions. L'intelligence émotionnelle, la plus grande plus-value de cette approche, c'est vraiment de rappeler que les émotions sont au départ adaptatives, c'est-à-dire qu'elles nous permettent de nous adapter à l'environnement, aux situations nouvelles. Et je pense que c'est le cas également dans le processus créatif. Et donc ce que je vous propose, c'est justement de parcourir 4 grandes émotions de base et leur place justement dans ce processus créatif. Je vais parler de la joie, de la colère, de la peur, mais également, et elle est souvent peu soupçonnée, de la tristesse, et leur place justement dans ce processus. La joie, c'est en général le plus simple. Elle est très associée à la présentation qu'on a eue juste précédemment. C'est vraiment donc, toutes les émotions positives. Elles nous indiquent 2 choses. La première chose, c'est que nos valeurs sont satisfaites. Il y a la promesse de satisfaire nos valeurs. Donc ça génère de la joie. Donc ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. En gros, c'est une sorte de GPS qui nous confirme que là, la direction a du sens pour nous. Mais les émotions positives, ça n'est pas qu'une conséquence, ça a aussi un impact. C'est-à-dire que la psychologie positive a beaucoup exploré ça, et notamment Barbara Fredrickson, avec la théorie de l'élargissement constructif. C'est-à-dire qu'en fait, dans les émotions positives, la joie en faisant partie, on va avoir un élargissement du champ de la pensée et des actions. On a plus d'idées, on est plus créatif, et on trouve plus de solutions à des problèmes. Donc les émotions positives génèrent souvent une arborescence d'idées. Les personnes, justement, on en a nommé quelques-uns qui sont extrêmement créatifs, qui ont énormément d'idées, sont souvent des personnalités assez joyeuses. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont générées. Donc c'est vraiment le point de départ de tout projet. C'est vraiment de lancer des idées, de pouvoir lancer des perches pour pouvoir générer des possibilités. Cette joie est très importante au départ, mais évidemment est à réactualiser tout au long du processus. La suite, c'est la colère. Alors la colère, tout de suite préciser qu'on n'est pas en train de parler de conflits et de violence. Ça, c'est quand la colère est mal gérée, ça peut se produire. Mais la colère, au départ, c'est le porte-étendard de nos valeurs. C'est vraiment l'émotion qui vient exprimer ce qui est important pour nous. Et en général, elle a 2 conséquences. Soit de la résolution de problèmes, on va agir sur la situation pour qu'elle puisse se rectifier, soit de la communication. C'est de l'affirmation de soi, pouvoir vraiment exprimer ce qui est important pour nous. Dans le cas du processus créatif, en fait, ça touche au démarrage de l'action. Vraiment le fait de pouvoir s'engager dans l'action. Cet engagement, en fait, il pourrait se résumer par un mouvement. Soit il vient vers l'extérieur sur soi. Et donc ça, ça veut dire que l'extérieur va décider le moment où on va se mettre à agir. Classique, l'urgence, la deadline. C'est la deadline qui nous dit maintenant il faut y aller parce qu'après ce sera de toute façon trop tard. L'obéissance, c'est l'autorité qui va me dire ce que je vais devoir faire et à quel moment je vais devoir me lancer. Et ça ne peut générer que de la réactivité, voire de la passivité. Les croyances, je fais ça parce qu'on fait ça, c'est comme ça. Et donc l'extérieur est en train de me dicter ce que je suis en train de faire. La colère, c'est une émotion extrêmement énergétique. C'est probablement la plus énergétique de nos émotions. Et en fait, elle va pouvoir contrecarrer ce mouvement, cette pression, que ce soit l'urgence, l'obéissance ou les croyances, pour pouvoir rétablir un mouvement où l'action vient de soi. Et donc, en fait, il s'agit de fixer des priorités, de pouvoir avancer. On parlait des personnes qui sont très créatives mais qui n'avancent pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, OK, toutes ces idées peuvent être chouettes, elles sont possibles, il y a énormément de possibilités, mais il y en a une qui va être importante à explorer. Et donc, maintenant, on va s'engager là-dedans. La colère est vraiment une émotion ressource à ce niveau-là. Une fois qu'on est lancé, on arrive dans l'action. Et là, c'est l'émotion de la peur qui va être intéressante. L'émotion de la peur dans l'action, elle va générer, non pas comme la joie, une arborescence positive avec plein d'idées, mais une arborescence négative. C'est-à-dire qu'on va commencer à anticiper toutes les difficultés qui pourraient se présenter. Si vous connaissez des personnes qui ont cette arborescence négative et qui sont à l'aise dans cette capacité, ce sont à eux d'organiser des voyages parce que tout se passe bien, tout a été anticipé. Les personnes qui ne sont pas à l'aise, qui ont tendance à fuir la peur, faire semblant qu'elle n'est pas là ou des choses comme ça, ce sont eux qui se rendent compte que le passeport est périmé devant la porte de l'avion. Donc il s'agit vraiment on est vraiment dans des critères d'efficacité. Et donc, comme on l'a dit, c'est en effet anti-créatif dans le sens où autant les émotions positives ont ouvert le champ des idées, autant le stress et la peur va refermer, mais au service de l'efficacité et donc de l'action. Et à la sortie de l'action, on arrive sur la dernière émotion, qui est l'émotion de la tristesse, qu'on soupçonne moins, et qui est justement en fait ce que j'ai tendance à appeler la procrastination positive. C'est-à-dire que la tristesse est une émotion, la tendance à l'action de cette émotion-là, c'est de s'arrêter. C'est vraiment, on n'a pas envie d'agir là-dedans. C'est pour ça que souvent elle fait peur au niveau du processus créatif. Et elle vient pourquoi? C'est le processus de deuil et de déception. C'est-à-dire que l'idée de départ, tout le processus qu'on a réalisé, a rencontré forcément les contraintes matérielles. Si tout a été tout droit, c'est qu'on est resté dans la zone de confort. On savait exactement ce qui allait se passer. Donc on n'est pas vraiment dans un processus de créativité. En général, si le projet est vraiment important et va s'installer sur le long terme, on va rencontrer des difficultés. Et les idées qu'on avait au départ ne vont pas toutes pouvoir se réaliser. Et il s'agit de faire le deuil de ces idées de départ, de ces fantasmes, de ces projections, de comment ça devrait se passer. Le deuil, c'est quoi? C'est accepter ce qui est. On se rend compte que là, ça n'est pas réalisable.
Et donc pouvoir accepter ça pour rebondir. Donc la tristesse est une émotion qui amène beaucoup le renouveau. C'est vraiment une ouverture pour pouvoir rebondir directement. Et donc ça, c'est vraiment important. La tristesse fait souvent peur parce qu'on a l'impression que c'est une émotion qui va nous enliser et qui nous arrête définitivement. On a l'impression qu'il n'y a plus rien qui est possible. En réalité, la tristesse, quand on se permet de la traverser, on est disponible à un renouveau. Ce renouveau, ce sera la joie suivante. Parce que là, à ce moment-là, la joie va pouvoir générer de nouvelles idées créatives avec son arborescence positive. Et ces nouvelles idées vont être enrichies de ce que la tristesse a pu résumer, le bilan qu'elle a pu réaliser, et donc toutes ces contraintes matérielles qui vont nous permettre d'aller plus loin par rapport à l'idée créative. Et j'ai envie de dire, au niveau émotionnel, c'est à ce moment-là que la créativité se met vraiment en route. On est en train de vraiment explorer une idée. Donc tout ça, c'est des exemples par rapport justement aux aspects adaptatifs des émotions et leur application directement dans le processus créatif. Donc, quelles sont les ressources pour pouvoir avancer dans ce projet, dans cette idée, dans pouvoir développer à un moment donné tout ce processus? Eh bien, l'intelligence émotionnelle résume. C'est-à-dire que c'est l'intelligence, le mental reste présent. Il est extrêmement important. Et comme je vous l'ai dit, la volonté, ça marche. C'est vraiment quelque chose qui est là, mais qui doit être complété avec l'émotion. Donc c'est vraiment l'intelligence émotionnelle au service de la créativité. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.